Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Donc, le titre de ce webinaire est Les futurs probables sont-ils les futurs souhaitables? Il fait évidemment référence à cette longue, très longue période de confinement que nous avons tous vécue, qui a duré 2 gros mois et qui a marqué le début de nos cycles de webinaires. Ces cycles de webinaires visaient justement à se questionner sur les futurs souhaitables. Donc, on commence aujourd'hui à observer ce qui se trame suite à ce déconfinement. Donc, les futurs souhaitables, nous pouvons commencer à observer ce qui se bâtit sous nos yeux. Et l'idée de ce webinaire, qui est un webinaire de culture, c'est de faire le bilan de ce que nous avons pu observer et de voir quels sont éventuellement les futurs que nous souhaiterions bâtir à l'avenir, ou du moins quels sont les impacts que nous souhaiterions avoir sur les futurs à venir. Donc pour ce webinaire qui va durer 1h30, donc de 16h à 17h30, nous sommes deux co-animateurs. Donc François Rousseau, je te laisse te présenter, François. Eh bien, François Rousseau, prospectiviste et expert en innovation sociale et par ailleurs membre de la Société française de prospective. Stéphanie Ortiz, donc je viens du social, j'ai travaillé comme cadre dirigeant à la sécurité sociale et j'ai fait la prospective stratégique sur les allocations familiales. Donc à l'époque, c'était Horizon 2015, il y a de cela fort longtemps. Et je suis consultante depuis 11 ans, donc dans ces domaines-là, prospective stratégique et tout ce qui est secteur sanitaire et social. Alors François, on peut se poser la question, les futurs probables sont-ils les futurs souhaitables? Est-ce que derrière ce titre, il y a une idée, une critique éventuelle sous-jacente? Pourquoi ce titre? Ben, en fait, nous en sommes au troisième titre ou sous-titre de ce webinaire. Il y avait le titre que nous avions retenu avant le déconfinement, qui était Se déconfiner vers des futurs souhaitables. Puis il y a eu le titre que nous avons utilisé courant mai, qui était Les futurs probables sont-ils les futurs souhaitables? Et puis il y a le titre que nous avons mis en avant dans le mail de relance pour ce webinaire, qui est donc Le monde d'après est-il malade de l'éthique? En fait, vous le comprenez bien, le premier titre, Se déconfiner vers des futurs souhaitables, est un titre très volontariste. C'est un titre de projet, c'est un titre, on pourrait dire, de prospectiviste, c'est un titre politique. Le second titre, c'est plutôt un titre d'expert. Hein. Les futurs probables sont-ils les futurs souhaitables? Qui met en vis-à-vis deux réalités différentes, deux niveaux de réalité, qui met en exergue l'écart qu'il y a entre ce que l'on souhaite et ce qui peut arriver. Donc c'est un titre un peu sceptique, et dans ce titre, nous avons déjà renoncé à une part de notre pouvoir d'agir. Déjà, quand on dit les futurs probables sont-ils les futurs souhaitables, nous subissons les évolutions et faisons la part belle au déterminisme. Le troisième titre, Le monde d'après est-il malade de l'éthique, feint le questionnement, soyons clairs, hein, il fait semblant de se questionner et dénonce une supercherie qui est celui un monde d'après idéal, et il est volontairement provoquant en laissant entendre qu'il y a des pathologies graves dont on ne parle pas. Alors, de ce point de vue-là, moi je pense qu'il est important de revenir sur une idée que nous avions mise en avant au cours des conférences débats, comme quoi derrière l'expression le monde d'après et la manière de le peindre se cachaient en fait des idéologies. Revenir également sur le fait qu'on a insisté au cours de nos cycles de conférences débats et de nos webinaires sur le fait qu'au-delà des effets d'amplification de crises systémiques préexistantes, qu'il s'agisse d'une crise économique, d'une crise écologique, d'une crise sanitaire et sociale, voire d'une crise politique, ce qu'en fait le Covid-19 venait percuter,
c'était le champ des possibles, c'était le champ des représentations, c'était le champ des pratiques. Donc l'impact du Covid, au-delà des impacts à proprement parler sanitaires, l'impact, il est avant tout culturel. Il est avant tout culturel, c'est-à-dire que la crise du Covid-19, ce que l'on s'est dit, c'est qu'elle avait ouvert le champ des possibles. Vous vous en souvenez, on a parlé du trekking, on a parlé bien sûr du télétravail, hein, et on en constate chaque jour, sur cette question-là l'impact profond de la crise du Covid, mais on en a parlé. On a eu aussi des enterrements sans rituel. Ça a ouvert le champ des possibles. On a eu aussi des démarches de production locale qui se sont mises en place. Hein. Je lisais l'autre jour des initiatives qui avaient été prises sur Bayonne, dont on a parlé, autour des questions d'autonomie alimentaire, précisément dans la phase du confinement et du déconfinement. Alors, le dernier titre, en fait, Le monde d'après est-il malade de l'éthique, il appelle à un réveil. Il appelle à un réveil et à un réveil éthique. L'éthique, vous le savez, c'est l'ensemble des règles de conduite qui sont propres à une communauté. Pourquoi il appelle à un réveil? Parce que, en fait, le risque est très grand de continuer comme avant, ou sous prétexte d'innovation, et notamment pour la relance, ou pour des raisons électoralistes, on en parlait, non pas des raisons électoralistes, mais on parlait de la relance avec Arnaud juste avant, eh bien, le risque est grand de faire n'importe quoi. Et ce sera sans doute le cas si l'on ne commence pas par la question culturelle, en fait, par ce qui nous lie. Si on ne commence pas par la question culturelle, si on ne commence pas par ce qui nous lie, on peut faire précisément n'importe quoi. Si on ne commence pas, employons des gros mots, enfin ce qui peut sembler des gros mots, si on ne commence pas par le projet de civilisation qui pourrait être le nôtre. Alors moi je vais bien me garder dans ce propos introductif d'énoncer les règles de conduite qui devraient être les nôtres, mais je vais quand même en énoncer 4 en matière d'innovation dont j'ai eu l'occasion de parler, mais tout simplement pour les rappeler, parce que c'est à partir de ces règles qu'on vous propose d'essayer de travailler pour ce webinaire de clôture. Une première règle de conduite en matière d'innovation, c'est peut-être tout simplement, comme disait Gaston Berger, de penser à l'homme. Et on pourrait rajouter de penser à l'homme et au vivant. C'est-à-dire une innovation qui ne génère pas un mieux-être collectif, est-ce qu'on peut véritablement la retenir comme une innovation? Une deuxième règle, ce serait une règle d'anticipation. Une règle d'anticipation, nous le sommes dit lors du séminaire, le webinaire de lancement, la crise du Covid-19 mettait en avant combien nous avions manqué d'anticipation, et on sait bien qu'on a tout un ensemble de problématiques, et notamment autour de la question du climat, sur laquelle la question de l'anticipation est fondamentale. Mais comme elle est fondamentale quand on parle d'action sociale, la question d'anticipation, dans la manière dont un territoire va pouvoir accueillir de nouvelles populations, dans la manière dont on va s'y prendre sur les questions de transition numérique. Question fondamentale, cette question d'anticipation, je viens d'évoquer le numérique au titre de la mise en œuvre d'un projet de service public sur le numérique. Troisième règle de conduite, être dans des approches systémiques. Être dans des approches systémiques. Moi, je suis très inquiet quand finalement, je n'entends qu'une petite musique dans la phase post-Covid, qui est la question de la relance économique. Elle est très faible, cette musique. En tout cas, elle n'est pas systémique, cette musique. Alors bien sûr, une relance économique où on va essayer de produire un peu plus green, hein, une relance économique, mais un peu plus green, mais par exemple, aucun critère dans les appels à projets
sur le fait que les démarches aient des impacts sociaux positifs. Hein. Je parle des appels à projets autour de l'aéronautique, notamment. Donc, une règle qui est d'être dans des approches systémiques. Je prends une initiative quelque part et je suis attentif au titre de cette initiative à me préoccuper de l'ensemble des effets que cette initiative peut avoir dans la diversité des domaines. C'est peut-être ce principe d'approche systémique une base de l'éthique, en tout cas c'est une base d'une conduite, me semble-t-il, responsable. Et puis, un dernier principe qui est tout simplement de mettre en œuvre des actions qui sont opératoires, qui transforment les situations, qui ne tendent pas à les reproduire ou à les aggraver, mais bien qui les transforment et, si possible, évidemment, vers le mieux. Voilà, moi je voulais juste dire ça en expliquant pour l'explication de ce texte, tout simplement pour vous inviter collectivement dans l'exercice, les exercices que l'on va faire eh bien, à essayer d'appliquer hein, ces différents principes s'ils vous inspirent. Alors, merci François. Ce que nous vous proposons maintenant, c'est de faire le point sur les travaux qui ont été réalisés préalablement. Donc, faire une petite synthèse des travaux. Donc, pour ce faire, le plus simple, c'est peut-être de partager avec vous ce qu'on a fait jusqu'alors sur un outil qui s'appelle Trello. Donc, celles et ceux qui étaient avec nous les fois précédentes connaissent cet outil. Les autres, vous allez le découvrir. Alors, je vais laisser le partage ici et je vais partager mon écran avec Trello. Donc, Trello, pour celles et ceux qui vont le découvrir, c'est tout simplement un outil qui permet de travailler avec des post-it qu'on fait glisser donc sur une application. En fait, on crée des post-it qu'on peut ordonner dans des listes et ensuite on les organise un petit peu comme on le souhaite. Donc l'avantage de cet outil, c'est que ça nous permet de faire du brainstorming d'une façon tout à fait sympathique, souple et ergonomique. Mais il y a plein d'outils actuellement qui sont développés en ce sens. Ce n'est pas le seul. En tout cas, c'est celui qu'on a choisi. Voilà. Donc, voilà l'outil Trello. Donc, ce sont des post-it. Vous voyez, on peut les déplacer comme on le souhaite, d'une liste à une autre. Donc, nous avons travaillé, c'était le 7 mai, c'était le temps 1 de notre cycle de webinaire en matière de construction des futurs souhaitables. Nous nous sommes questionnés tout d'abord sur l'état d'esprit. Quel état d'esprit devrions-nous avoir pour être à même de bâtir ces futurs souhaitables? Quels seraient les changements de modèle à opérer? Quelles sont les pistes pour une autre démocratie? Et des réflexions complémentaires. Ensuite, on a fait le point sur les réponses d'hier et les réponses de demain. Et on voit que sur les réponses de demain et les conditions de réussite, on a deux colonnes qui sont incomplètes, voire vides, et c'est ce sur quoi nous vous proposons de travailler aujourd'hui. Donc tout d'abord, petit bilan sur l'état d'esprit. Alors je vais vous lister les propositions qui ont recueilli le plus de votes. On le voit là avec une petite pastille de couleurs qui nous ont permis de comptabiliser le nombre de votes et de mettre en avant les propositions. Donc on a réensauvagé une partie des territoires. La notion de confiance également, faire confiance avec tout ce qui va avec, également la possibilité d'expérimenter, de se tromper, le droit à l'erreur, redonner du sens à nos actions. On dit souvent que ce sont les millennials qui ont besoin de sens, et ce ne sont pas seulement eux, hein, nous avons tous besoin de sens. Réinventer le quotidien, se permettre d'être utopique, de rêver, et naturellement remettre le respect au centre des valeurs, parce que c'est une valeur fondamentale. On a dit qu'il fallait changer de modèle, et sous-entendu de modèle également économique. On a vu que la crise du Covid a posé une véritable question sur la production de services et de nos produits en général de consommation, qui naturellement ne nous appartenaient plus depuis des décennies. Donc on s'est dit peut-être qu'il fallait se réapproprier nos moyens de production, peut-être pas tous, mais relocaliser une partie de la production de manière à ne pas être en pénurie comme on a pu le constater.
développer une forme d'autonomie individuelle et collective, réensauvager les territoires, donc on en avait déjà parlé, c'est également un modèle qu'on souhaite mettre en avant, et replacer les humains au cœur de ces écosystèmes. Concernant la démocratie, donc on a toujours cet aspect, je dirais, mise en avant du développement durable, le besoin de débat également, débattre à tous les niveaux, et on va voir que c'est une des thématiques qu'on va développer aujourd'hui. Écouter, qui dit débattre, dit écouter également. Faire confiance, parce qu'on a tous eu l'impression à un moment donné que nous étions infantilisés durant cette crise, et du coup permettre aux habitants de participer, y compris sur le terrain, réinventer une démocratie plus locale. Donc, les réflexions que nous avons souhaité développer et que nous allons développer lors de ce webinaire aujourd'hui portent notamment sur ce réensauvagement des territoires, sur la réappropriation des moyens de production, besoin d'écoute et de débat. On ne va pas faire le point sur les réponses d'hier, puisqu'on en a largement parlé la dernière fois, mais plutôt on va se questionner sur les réponses de demain. Les réponses d'aujourd'hui sont-elles les réponses qu'on souhaite avoir également demain et donner demain? Donc c'est ce qu'on vous propose de travailler à partir de maintenant. François, souhaites-tu compléter peut-être ce premier tableau? Oui, peut-être juste, Stéphanie, revenir sur aussi ce qu'on a vu au travers des conférences débats. Oui. Si on peut revenir sur le diaporama. Si tu peux sauter 2 diapos. Non, 2 plus bas. Je sais Tu pas le pourquoi, fais ou je le fais? Je t'en prie, je ne sais pas ce qui se passe avec mon diaporama, j'ai l'impression d'être coincée. Alors, tout le monde voit bien les symptômes et les risques? Oui, oui. Oui, bon, moi je reviens synthétiquement sur ce que l'on a vu au travers de tout le cycle, hein. On le disait tout à l'heure, hein, c'est un webinaire de clôture du cycle, innover dans les méthodes, innover dans les méthodes d'animation des démarches d'innovation. Et en fait, tout au long de nos échanges, on a identifié un certain nombre de symptômes et de risques. Dans ces symptômes hein, d'une société malade de l'éthique et ces risques, il y a, je l'évoquais tout à l'heure, le fait qu'on a des fondements culturels de l'innovation qui sont implicites, donc avec un risque. Quand les fondements culturels de l'innovation sont implicites, rappelez-vous ce que l'on a dit sur le tracking, il y a un risque d'absence de sens commun, tout simplement. Nous avons vu qu'un des gros risques, c'est qu'on avait affaire à des systèmes sociaux qui n'étaient pas résilients aujourd'hui. Hein, on a souligné comment la crise du coronavirus avait particulièrement touché des populations en difficulté. Et on a mis en évidence comment c'était lié au fait qu'il y avait un décalage structurant entre nos systèmes de protection sociale, pensés par rapport à une société relativement homogène, pensés par rapport à une société dans laquelle on avait mis en place un État-providence et la réalité des pratiques et des besoins. Nous avons mis en avant l'archaïsme de nos modèles économiques qui sont sur des logiques de business plan, assez dans des logiques de très court terme, assez peu dans des logiques d'investissement et de retour sur investissement, et avec une conception au fond très pauvre de l'économie, absolument pas conçue comme une économie politique. On a souligné tous les risques de décohésion sociale, notamment lors du webinaire consacré à la question des discriminations, les risques de décohésion sociale qui existaient dans un système qui est en fait interdépendant à l'échelle monde. Hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a mis en évidence comment aujourd'hui il y avait un vrai paradoxe, on avait des régulations économiques à l'échelle du monde, alors qu'on n'avait pas de système de régulation sociale à l'échelle du monde, et qu'il y avait presque
à inverser un peu les choses, hein, travailler avant tout à construire des économies de proximité et par contre sur ces questions sociales, sanitaires, hein, à avoir des politiques à une échelle mondiale. Et puis, du point de vue des démarches, on a mis en avant comment on avait des approches extrêmement organisationnelles, solutionnistes, et non pas des approches apprenantes et des approches ancrées dans la réalité sociale des territoires. Vraiment, on y est revenu souvent sur cette idée-là, hein, innover, c'est toujours innover dans un contexte donné, sur un territoire donné, dans une structure donnée, avec une population donnée. Et c'est que si on ancre bien cette innovation dans la réalité sociale d'un territoire, qu'on a des chances que cette innovation ait des impacts. À partir de là, mais Stéphanie vient de l'évoquer, si on peut avoir la diapo d'après, s'il te plaît, Stéphanie, euh, des horizons. Hein, donc, d'abord, j'évoquais tout à l'heure une culture tournée simultanément vers l'homme et le vivant. Vous l'avez vu dans la production du webinaire de mai, on parle aussi d'équilibre entre vie professionnelle, engagement bénévole, vie citoyenne. L'état d'esprit renouvelé, je n'y reviens pas. Alors un peu plus de réenchantement du monde, de réensauvagement et éventuellement des territoires. Hein, et puis un horizon où on serait dans la nécessité d'une adaptation structurelle à la fois de nos modes de gouvernance. On a parlé d'une autre démocratie, Stéphanie l'évoquait, de nos systèmes sociaux et de nos économies, qui seraient plus des économies de proximité. Et puis un horizon qui est qu'on soit sur des démarches heuristiques, des démarches créatives, des démarches expérimentales et apprenantes. La plupart des participants ayant suivi l'ensemble des cycles de conférences ou tout ou partie, je ne reviens pas dans les détails. Arnaud, vous me suivez? Oui, ça va, ça suit, merci. OK. Donc, à partir de là, Stéphanie, peut-être la diapo qui suit, on a fait ressortir tout au long de notre cycle de conférences 5 axes à investir, 5 axes prioritaires, et c'était cité tout à l'heure par Stéphanie. L'information des citoyens et la démocratie contributive, hein, donc on a distingué la démocratie participative. La démocratie participative, c'est celle qui consiste à consulter des citoyens, de les associer à la construction des politiques publiques. Une démocratie contributive, c'est une démocratie qui associe à la mise en œuvre hein, des politiques publiques qui s'appuie sur les talents, la diversité des talents des habitants, un axe prioritaire autour des écosystèmes locaux de solidarité, autour des questions de prévention des discriminations, de l'économie responsable et de la coopération, et notamment à une échelle internationale. Donc, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est d'aller sur les leviers. Hein. Sur les leviers, on en a évoqué certains. Ce que l'on vous propose, c'est de se centrer sur trois axes pour la suite de nos échanges. D'une part, l'information des citoyens et la démocratie contributive. D'autre part, les écosystèmes locaux de solidarité. D'autre part, l'économie responsable. Je vous propose qu'on laisse de côté la prévention des discriminations qui a fait l'objet d'un webinaire spécifique sur la question, webinaire que vous pouvez trouver en ligne, et les questions de coopération internationale, je vous propose qu'on les laisse de côté, sachant que moi je disais à Stéphanie que je me sentais complètement incompétent pour animer la moindre réflexion sur le sujet. Il y a un vrai travail de recherche préalable qui est à faire hein, pour pour construire une coopération internationale au plan social et sanitaire. Et je dirais il y a un vrai, enfin comment dire, il y aurait un vrai travail de recherche préalable à faire pour bien comprendre le rôle des instances internationales et les limites de leur influence. Donc, si vous en êtes d'accord, on va sur 3 thèmes.
C'est très timide aujourd'hui. On va sur 3 thèmes. Stéphanie, je te propose que tu nous ouvres un nouveau Trello. Vous l'avez peut-être vu, en exergue, il y avait marqué une démarche heuristique individuelle et collective. Donc, on, on vous propose l'exercice suivant. Vous allez chacun individuellement réfléchir à 3 propositions qui seraient les vôtres sur l'information des citoyens et la démocratie contributive, pour que puissent se développer des écosystèmes locaux de solidarité et pour qu'on aille vers une économie plus responsable. Donc, pas d'inquiétude parce qu'on ne va même pas vous demander quelles sont vos 3 idées pour l'instant, mais si vous pouvez recenser sur chacun de ces thèmes 3 idées. Et ensuite, on va les passer à la moulinette pour se donner tous les moyens que ces idées puissent déboucher sur des actions innovantes et qui répondent aux différents critères qu'on évoquait tout à l'heure. On vous conseille toutefois de les noter quelque part parce qu'en effet, on va retravailler dessus. Alors, je vous propose que vous vous centriez sur les quelques propositions que vous avez notées sur l'information des citoyens et la démocratie contributive. En vous posant une première question, en fait, l'idée, c'est de passer vos propositions au crible d'un certain nombre de questions et, chemin faisant, d'en éliminer certaines de vos propositions ou d'affiner celles que vous avez faites. Donc, je vous propose de vous concentrer sur les quelques propositions que vous avez faites autour de l'information des citoyens et la démocratie contributive. Et à partir de là, de vous demander, dans un premier temps, laquelle de ces propositions est la plus anticipatrice.
dans un deuxième temps, de vous demander laquelle de ces propositions est la plus opératoire. Opératoire avec pas mal d'ambition. C'est-à-dire que ça va vraiment changer la donne. Ça va avoir un effet transformateur. Et maintenant, je vais vous inviter à reformuler la proposition qui vous semble la plus anticipatrice, si possible la plus opératoire, pour qu'elle s'inscrive bien dans l'horizon que nous avons défini, les horizons que nous avons définis. C'est-à-dire des horizons où on a une culture tournée vers l'homme et le vivant, un horizon où on aurait un état d'esprit renouvelé. Hein, on a parlé de réenchantement du monde, de plus d'éthique. Un horizon où on va vers une adaptation structurelle de nos modes de gouvernance. De nos systèmes sociaux, de nos économies. Et un horizon dans lequel finalement, on est dans des démarches extrêmement apprenantes, c'est-à-dire l'idée d'action qui vont permettre de mettre en place des processus apprenants. La bonne nouvelle, c'est que personne ne s'est déconnecté. On n'est pas très nombreux, mais personne ne s'est déconnecté. J'ai même réussi à me connecter. Alors, si vous avez fait l'exercice, il doit vous rester une idée, une proposition d'action ou deux. Et donc, ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous puisse faire part de sa proposition d'action sur l'information des citoyens et la démocratie contributive. Et puis, on la repassera collectivement au prisme de nos trois critères de sélection. Qui commence? Ouais, je veux bien. Je veux bien parce que je suis en difficulté. J'ai fait une proposition là très très opérationnelle, mais qui peut-être ne fonctionne pas, très opératoire. C'est d'organiser des formes de participation. Et il y en a une qui n'est pas très anticipatrice, qui n'est pas très opératoire, mais qui me semble avoir ma préférence, c'est oser parler aux citoyens et oser les écouter. Donc voilà, je suis en vraie difficulté. Sur quoi tu es en difficulté? Parce que oser, ça me paraît pas très anticipateur, bien que ça n'existe pas beaucoup, ou pas assez, et c'est pas très opératoire. C'est même pas du tout opératoire. C'est pas très concret, ça. On va en débattre. Mais oui, c'est une intention. C'est ça. Alors que organiser des formes de participation, certains ont réussi en partant par cette initiative, par cette proposition.
Ils ne sont pas parvenus du premier coup, mais par des cheminements, ils ont, à force d'affiner, ils y sont parvenus. Ça serait quoi concrètement organiser des formes de participation, Jean-Luc? Comment? Tu peux nous préciser ta Oui, proposition, organiser des formes de participation? oui, c'est par exemple, de hiérarchiser, pas forcément du moins important et du plus important d'ailleurs, mais par nature, les formes d'initiative que les personnes ou la collectivité publique peut prendre, tant par exemple des espaces comment, des plates-bandes qui sont à proximité de trottoirs qui appartiennent à la collectivité, où des citoyens vont proposer au maire, par exemple, d'aménager et de cultiver cet endroit-là, de fleurs ou de légumes, ou peu importe, des tomates, des choses comme ça. Voilà une première nature. Ça, c'est de l'initiative individuelle et qui finalement demande une organisation d'information. À la fois, le maire dit qu'il permet ce genre d'initiative et le citoyen répond qu'il a l'intention de le faire à tel endroit, sur telle plate-bande. Ça, c'est une relation d'individu à collectivité. Il peut y avoir aussi, cette fois-ci, un projet, c'est-à-dire un quartier qui souhaite qu'il y ait quelque chose un aménagement dans ce quartier et qui, là, interpelle la collectivité, que ce soit l'intercommunalité ou la commune, ça dépend de l'organisation interne des collectivités en matière de compétences, et qui, cette fois-ci, c'est parce que le maire ou le président de l'intercommunalité permet un droit de pétition, d'intervention, de demande, et ensuite, on travaille avec ses habitants à l'organisation, enfin à l'intention, pour que ça devienne un projet, et ensuite du projet à l'organisation des différentes phases. Voilà deux natures de, de, de choses qui exigent systématiquement de scénariser les modes d'intervention tout autant de la collectivité publique que des citoyens, et en fonction de cela, eh bien, d'organiser les choses. Hein, c'est pas forcément seulement un conseil citoyen et tout va se faire. C'est pas ça. C'est partir, c'est de scénariser, de partir des réalités, des préoccupations des habitants et de se dire, selon la nature des préoccupations, comment on peut organiser à la fois l'information, mais également la démocratie contributive. Mais D'accord, donc si je veux m'informer là-dessus, si je veux contribuer là-dessus, voilà le champ des possibles sur mon territoire. le champ des possibles, et voilà, c'est ça. Et en fonction de cela, il y a des modes d'organisation différents. D'accord. Une autre suggestion? D'autres actions, Lauriane? Alors, je vais remettre la caméra parce que je crois que sinon, ça... vous m'entendez? On Vous vous m'entendez? entend, mais là, on a en plus le plaisir de vous voir. Zut. Non, je crois que ça marche pas sinon si je mets juste voilà. Moi, c'était tout ce qui était par rapport à une expérience que moi j'ai vue. Je ne sais pas si vous connaissez le village d'Aigues-Vertes près de Genève. C'est en fait un village qui est dédié à des personnes handicapées qu'on appelle les villageois. Donc on ne les appelle pas les résidents, on ne les appelle pas comme on peut les appeler en métropole, nous sur nos... Voilà. Et puis il y a vraiment ce qu'on appelle, quand on parle de démocratie contributive, on est vraiment dedans puisque c'est... par exemple, le maire du village, c'est vraiment donc une personne handicapée qui a été élue. Il y a vraiment un conseil municipal, etc. Et ils sont encadrés par des gens, des éducateurs formés. Et c'est vrai qu'il y a vraiment c'est
c'est un village tout entier qui fonctionne avec de l'agriculture biologique. C'est revendu sur les marchés. Ils ont un commerce donc en centre-ville de Genève. Et moi, c'est ce que j'ai vu vraiment. C'est l'exemple le plus probant que j'ai vu depuis 20 ans de ma carrière, enfin, dans le social et dans le médico-social. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un exemple concret de ce qui pouvait se faire, moi, enfin, j'estime de vraiment performant pour l'intégration des personnes handicapées. Et je trouve que ce soit les personnes qui sont incarcérées, les personnes, voilà, comment on prend soin et comment on intègre d'une façon ou d'une autre les personnes les plus fragilisées dans notre société. Je pense qu'il y a une vue d'ensemble à avoir par rapport à ça. Et je ne dis pas que c'est la solution, mais en tout cas, ça peut faire partie d'une solution plus globale et comment on intègre les plus fragilisés dans nos sociétés, quoi. Donc, Mais c'est une très bonne hypothèse, me semble-t-il, pour le coup, à des fins heuristiques, de partir de la situation de personnes, de partir de personnes en situation de handicap, parce ouais. que ça nous permettrait, sur ces questions d'information et de démocratie contributive, d'être dans une approche universaliste, pour le coup. Voilà. Hein? Ouais. Si on pense à partir des personnes les plus en difficulté, il y a peu de chances que certaines situations ne soient pas prises en compte. Exactement. Ouais. D'entrée de jeu, on prend en compte la diversité des situations des habitants et la diversité de leurs Voilà. besoins. Ouais. C'est une très, très, très belle hypothèse. D'autres suggestions? Je crois que Stéphanie est avec nous. Stéphanie Farjas est avec nous? Non, elle n'a pas l'air de nous entendre. Julia, tu as des suggestions? Alors, bon, moi, je suis arrivée un petit peu en cours de route, donc vous m'entendez bien? Je vais mettre ma vidéo. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend. Donc, je rattrape un peu le train en cours de route, mais comme j'ai participé depuis le début, ça devrait aller. Alors moi j'ai une idée là comme ça, mais c'est pas hyper anticipateur dans le sens où ça existe déjà. Ce serait une sorte de mix de la Convention citoyenne pour le climat et de, comment on appelle ça, les jurys de cour d'assises. Mais en tout cas, l'idée c'est du tirage au sort en fait. Donc on retombe un peu dans la même idée que Lauriane, je trouve, de représentativité. Donc avec le tirage au sort, ça pourrait permettre justement d'avoir une diversité en tout cas de citoyens. Et en fait, donc là, comme si on est dans donc la convention citoyenne pour le climat, on est à la fois dans de la consultation et des éléments de gouvernance déjà, parce que l'idée c'est de faire des propositions concrètes pour une application législative, mais si on reste au niveau de l'information, on pourrait se dire que finalement, il pourrait exister des conventions citoyennes sur tout un tas de sujets au niveau local et qui seraient à la fois des relais, en fait, des relais dans les deux sens, à la fois du terrain vers les instances de gouvernance et vice-versa. Et que ces instances, elles seraient créées pour une durée limitée, comme la Convention citoyenne. Et du coup, ce serait renouvelé régulièrement. Alors après, s'assurer effectivement qu'il y ait des suivis de dossiers et une sorte de formation aussi. Mais voilà, je pense que c'est opératoire. Après, anticipateur, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça existe déjà, mais c'est très clair. Des conseils de développement, pour le coup, il en existe, hein, des conseils citoyens aussi. Moi, je crois que là où ça peut être anticipateur, c'est si on s'inspire de ce que Hopkins a mis en place à Tons, ce sont des conseils de transition. C'est-à-dire des citoyens dont le job est d'être personnes ressources
de conseiller le prince, hein, sur les initiatives qui peuvent être prises pour opérer transition écologique, économique et sociale dans le territoire. Oui, oui, c'est ça l'idée. Après, j'ai pris l'exemple des jurys des cours d'assises parce que, en fait, c'est des gens qui, enfin, quand ils sont tirés au sort, doivent donc quitter leur travail pour un temps, ça peut durer plusieurs mois, et donc ont un revenu qui est assuré pour pouvoir effectuer cette mission. Et donc, en fait, ça croise aussi un peu l'idée du revenu universel, ou comme on peut l'appeler. Enfin, ça dépend comment on peut l'appeler, mais du coup, de dire, voilà, c'est des missions temporaires, et quand tu parles de job, oui, c'est un vrai job, quoi. Et voilà. Ouais. D'accord. Cornelia, une suggestion? Bonjour. Cornelia. Je pense que l'information, elle arrive à tout le monde et utiliser tous les moyens enfin, de les informer, notamment le développement numérique. Le passage numérique, c'est un moyen intéressant et mettre en place des questionnaires qui pourront toucher le plus grand nombre. Mais c'est vrai que ici, il y a des personnes qui n'utilisent pas l'Internet, alors là, peut-être il peut... Enfin, peut-être on doit réfléchir à tous les moyens de communication, d'implication pour la prise de décision. Enfin, utiliser tous les moyens autant numériques que peut-être la duel de bouche à oreille. Donc, ta suggestion, Cornelia, c'est de dire d'optimiser les technologies du numérique pour développer l'information et les démarches de démocratie contributive. C'est ça? Oui, numérique, puisque aujourd'hui, de plus en plus, les gens utilisent l'Internet. Mais pour évidemment avoir sur le territoire qui Oui. Frappe, c'est qu'aujourd'hui, en règle générale. Pardon? Non, pardon, Cornelia, je t'ai coupé. Vous avez compris? Voilà, ça. Oui. Ce que je disais, c'est que moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que tout ce qui est autour ce qu'on appelle les civic tech est somme toute encore très centré sur des démarches de démocratie participative et assez peu audacieux sur des logiques de démocratie contributive. Et bien souvent, je trouve que c'est utilisé pour faire des coups ponctuellement par les collectivités et pas pour être sur un processus permanent d'information des citoyens et de démocratie contributive. Mais ça ne remet pas en cause l'intérêt de la proposition. Alors, je ne sais pas si Stéphanie Farjas nous entend. Arnaud, avez-vous une suggestion à nous faire? Alors oui, peut-être pas très concrète, mais en tout cas, l'idée, ça serait d'essayer de construire dans les villes des halls d'information où on pourrait venir pour s'informer de quels seraient les besoins en termes de contribution. On pourrait aller librement consulter, tiens, on recherche des personnes pour aider dans tel et tel domaine. Donc, ça serait la première chose. Et la deuxième, ça serait il y a plein d'initiatives très très bonnes avec des gens qui sont assez, on va dire, inspirants, qui travaillent à essayer de construire des groupes, mais aussi il faudrait savoir les réunir, ces gens-là, parce qu'il y a de très bonnes
on va dire, de très bonnes initiatives, mais qui perdurent pas forcément parce qu'ils sont un peu tout seuls aussi. Donc, c'est un peu confronter ces deux mondes. Des gens qui sont dans l'action permanente et inspirants avec, bon, ça peut être des personnalités. Et je pense à, je sais pas, les personnes, comment ça s'appelle, Monsieur Rabi, là, avec Colibri, avec le film comme Demain, avec des gens qui ont pas mal enfin, qui sont inspirants, je trouve, et qui pourraient pousser les gens à rejoindre l'action. Donc c'est un peu de ces deux choses à laquelle je pensais. D'accord. Sur les halls d'information, c'est des, comment dire, c'est des Un espace, endroits où un on... espace, euh, un espace public où on pourrait avoir des écrans, enfin accède facilement à l'information sur bah, tiens, des sujets dans lesquels on a besoin de compétences particulières, par exemple. D'accord. Il y a des territoires qui font un peu ça, hein, de faire des appels permanents à contribution Par exemple. volontaire, recherche d'expertise là-dessus, recherche coup de main là-dessus, hein. On trouve ça un peu en milieu rural. C'est à ça que vous pensez, hein, des appels à contribution. Exactement. Une forme d'entraide, quoi, une forme de bon, effectivement, dans un milieu rural, effectivement, les gens se connaissent, donc il y a peut-être un réseau qui se développe plus facilement, mais dans une ville qui est plutôt grande, c'est pas si évident. D'accord, je vous propose qu'on Ouais. repasse les 5 propositions au crible de nos critères. Vous ne vous prononcez pas sur la proposition que vous avez faite. Parmi ces différentes propositions, laquelle vous semble la plus anticipatrice? Chacun donne son avis. Moi, j'aime bien l'idée des halls d'information, hein. Je trouve ça simple et, et convivial. Enfin, ça peut être. Je compare par rapport à ma proposition, là, parce que c'est vrai, quand on voit jurer de cour d'assises, c'est moyennement sexy, parce que souvent les gens sont quand même obligés de le faire, sinon sous peine d'amende, casier judiciaire, il me semble. Du coup, le côté hall, en tout cas peut-être un espace aussi, que ça s'incarne dans un espace qui peut être convivial, qui donne envie. Ça peut être assez chouette, comme une sorte de marché couvert, ou je sais pas, des trucs à imaginer là-dessus. Enfin, en tout cas, ça développe l'imaginaire, je trouve. D'accord. Alors, on a peut-être un système de notation possible, Stéphanie, pour donc un plus plus pour les halls d'information dans les villes, proposé par... Allez-y, donnez vos coups de cœur, celle qui vous semble la plus anticipatrice, qui vous plaît le plus, la plus opératoire. Moi, je dirais sur l'aspect technologie du numérique aussi, enfin, proposer, améliorer l'information et donc, du coup, favoriser l'information pour aussi pousser les gens à contribuer. Donc, ça me plaît assez comme idée. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée-là, Arnaud? Ben, c'est justement donner accès à l'information plus facilement avec les technologies aujourd'hui. On a beaucoup de choses qui le permettent, quoi. Donc c'est la plus opératoire, au fond, Ouais, peut-être. ouais. Hein. Jean-Luc? L'intégration des personnes fragiles. Je pense que c'est ce qui est peut-être le moins travaillé sur les territoires. C'est facile d'associer les classes moyennes. J'aurais presque envie de dire trop facile. En revanche, les personnes fragiles de toute nature, socialement, Donc elle est à la fois la plus anticipatrice, la plus opératoire et celle qui est le plus dans l'horizon, où on se dit tourner vers l'humain, le bien-être collectif. oui, oui, c'est ça. Je pense que ça réunit beaucoup de choses. Moi, si je peux réintervenir. Ah, tu peux. En fait, sur la partie technologie numérique, moi, je trouve pas ça anticipateur dans le sens où, enfin, après, ça dépend dans quelle croyance on est, mais si on se place dans une perspective où d'effondrement, je trouve que les technologies du numérique, elles vont pas nous apporter grand-chose. Je trouve aujourd'hui qu'elles créent beaucoup déjà de monopole, de concentration de pouvoir, de lobbying, puisqu'aujourd'hui on n'a pas d'alternative aux GAFAM, clairement, pour s'informer. Donc je trouve qu'on n'est pas dans une technologie numérique saine.
Et en plus de ça, elle exclut beaucoup aussi. Enfin, aujourd'hui, on part du principe que tout le monde est censé être connecté et communiquer de manière numérique. Mais en réalité, c'est pas le cas. Je trouve que ce qu'on a vécu pendant le confinement nous a enfermés chacun dans des petites bulles numériques, mais qui ne communiquent pas entre elles. Et c'est pour ça que, comme ça en vote, hein, je donne mes arguments, hein, mais c'est pour ça que je trouve que le côté physique, rassemblement humain, des halls, par exemple, me paraît plus anticipateur par rapport à ce qu'on pourrait vivre dans les prochaines années. Et respecter aussi, enfin en tout cas permettre de rassembler une diversité peut-être plus grande. Parce que le numérique, c'est quand même le royaume de la communauté, quoi. Des communautés en tout cas. Cornelia, ton coup de cœur? Allô, allô? Oui, moi je pense à cette idée-là de hall d'information. Je trouve qu'il est assez pratique et oui, il peut toucher pas mal de monde. Mais que ce soit complémentaire au numérique, je crois que c'est nécessaire les deux. D'accord. Arnaud? Oui, moi je votais pour l'optimisation des technologies parce que Ah, exact. Autant pour moi. ça rejoint un peu dans le hall, quoi. Il faudra aussi de la technologie pour que les gens puissent être informés. Qui n'a pas voté? Lauriane? Oui, donc vous entendez? Oui. Moi, je rejoins Julia sur effectivement le numérique et puis ces dérives malheureusement. Donc il faut que ce soit issu d'un apprentissage, d'un accompagnement pour tous les publics et c'est vrai que ça me paraît essentiel. Alors c'est vrai que le coup de cœur aussi, c'est par rapport à la construction des halls d'information dans les villes. Je ne sais pas si on peut le lier à tout ce qu'on appelle les tiers-lieux. Est-ce qu'on peut articuler ça à vraiment tout ce qu'on peut trouver dans les tiers-lieux en termes de transmission de connaissances, en termes de solidarité humaine, etc. Comment articuler ça? Mais en tout cas, je pense que l'idée de rencontres humaines et de partage d'informations et de connaissances, elle est juste vitale, quoi. Moi, j'entends deux choses dans ce que vous dites les uns et les autres, c'est-à-dire que le numérique, si on ne travaille pas simultanément avec la question de l'inclusion numérique, je veux dire, on fait que la moitié du chemin, hein. Mais j'entends aussi autre chose, c'est que finalement, il s'agirait, autour de la démocratie contributive, d'inventer la même chose que ce que les Grecs avaient inventé pour la démocratie participative, c'est-à-dire l'agora, hein. Les Grecs, vous savez, se rendaient à l'agora, enfin quand ils étaient citoyens, se rendaient à l'agora pour débattre des affaires publiques, hein. Et on pourrait imaginer en lien la question de la démocratie contributive, effectivement, un lieu ou des lieux via les tiers-lieux, hein, où se rencontrent les talents, hein, se croisent les talents pour prendre un ensemble d'initiatives, partager des pratiques. D'une certaine manière, ça se fait au travers de certains labs tout en visant des catégories sociales ou des professions extrêmement limitées, hein. Voilà, il y aurait peut-être quelque chose à travailler autour de ça. Oui, c'est sûr. Et en plus, moi j'imaginais une sorte de place du village un peu réinventée. Après, ça fonctionne dans des milieux urbains, enfin ça peut être rural, mais en tout cas qui sont plutôt concentrés, entre guillemets, pour que les gens puissent y accéder facilement. C'est vrai que si on imagine un territoire rural où les habitats sont dispersés, ça reste plus complexe, mais pourquoi pas. Enfin, il y a des démarches assez poussées dans certains centres sociaux, hein, en France là-dessus.
Il y a certains endroits où ça fonctionne assez bien. Enfin, c'est plus l'exception que la règle. Eh bien, écoutez, vous avez compris l'exercice. On recommence sur le second thème, si vous voulez bien. Les écosystèmes locaux de solidarité. Même jeu, même règle. Vous notez devant vous trois idées, trois suggestions d'action. Donc, première question, parmi les différentes suggestions, perspectives d'action que vous avez notées devant vous, laquelle est la plus anticipatrice? Anticipatrice des évolutions en cours dans notre monde, anticipatrice des risques qui existent au plan social, anticipatrice pour garantir que nos systèmes sociaux soient résilients, qu'ils sachent mieux encaisser les chocs. Laquelle est la plus opératoire? Comment rendre la plus anticipatrice plus opératoire? Peut-être en la reformulant un peu. Alors, cette proposition que vous avez sous la main, là maintenant, vous essayez de la retravailler, de la reformuler pour qu'elle s'inscrive le plus possible dans les horizons de sens que l'on a définis ensemble. Hein. Donc, une innovation tournée vers l'humain, vers le vivant, des
le fait que les innovations que l'on met en œuvre contribuent à un renouvellement de l'état d'esprit, à un réenchantement du monde et du quotidien. Ça permet d'agir de manière très structurante. Allez, c'est parti. Vos suggestions, Lauriane. Ah, je commence. Ben oui. J'ai plein de choses en tête, donc du coup, j'essaie de faire le tri. Vous voulez Moi, encore un peu de temps? non, ça va aller, mais je pense que c'est par la multiplicité de certaines initiatives que les choses peuvent évoluer. Moi, je pense à des initiatives comme tout ce qui est les échanges de services par le biais de monnaie virtuelle ou d'échange de services, où il n'y a pas justement cette notion d'échange d'argent, il y a plus ce transfert de compétences ou de connaissances ou de rendu service en tout cas. Plein de choses. Par exemple, je sais que voilà, il y a des réseaux aussi de grands-parents, en gros, d'adoption, c'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants qui sont privés de leurs grands-parents et il y a des mises en lien justement avec des grands-parents et des petits-enfants, enfin des liens qui sont différents et qui se recréent, des liens de cœur plutôt que des liens biologiques. Sur plein de choses comme ça, je sais pas, ça peut être la fête des voisins, ça peut être, voilà, c'est très très, pour moi, c'est vraiment la multiplicité d'initiatives individuelles en fonction justement de l'écosystème dans lequel on est, parce qu'on va pas plaquer des systèmes, comme on l'a dit, il faut vraiment adapter au territoire. Donc il y a plein d'initiatives, encourager les initiatives individuelles en fait, ou associative, je pense que c'est le cœur de la vie en communauté, quoi. D'accord. Voilà. Arnaud, Pardon. Moi, je pensais à, ça c'est surtout dans le monde du travail et je pensais à favoriser la transmission intergénérationnelle entre les jeunes diplômés, là, on va le voir cette année, qui vont arriver sur le marché du boulot et qui vont pas trouver de boulot du tout, et les vieux qu'on va pousser à la porte parce qu'ils ont plus de 50 ans et qui sont trop chers dans les entreprises. Donc, c'est aussi penser à des modèles dans lesquels on intègre un peu les deux et de manière sous forme de mentorat, de coaching, ce genre d'idée, quoi. d'accord. Voilà. La transmission, je crois, Ouais, intergénérationnelle. la transmission Ouais. via le mentorat ou le coaching. D'accord. Entendu. Cornelia? Je suis assez d'accord sur ce qu'il a dit jusque-là, une complicité. Je pense notamment aux liens qui se créent entre les générations. Et là, je pense à une entreprise qui a été créée pour créer le lien entre les personnes âgées avec leur famille par un coussin intelligent, donc par le biais du numérique. Toujours par le numérique, il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques, même si on n'est pas prêt à faire face aux GAFAs aux GAFAM voilà, garder l'information et la sécurité de l'information. Mais tout de même, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans le sens de favoriser les interactions et les relations intergénérationnelles. Les associations aussi sont très importantes et le développement personnel, je crois que le soutien psychologique des gens reste très important.
Et c'est clair que les nouvelles monnaies, on, on- une nouvelle variante à l'économie actuelle, c'est bienvenu. Tout ça, il est déjà en train de On va y revenir hein, sur les propositions des autres. Sur l'aspect du tissu associatif, tu mettais quoi en avant, plus précisément? Je crois que le soutien psychologique, donc le développement personnel des gens, plusieurs aspects. D'accord. euh, Soutien psychologique, accompagnement individuel, c'est ça? oui. D'accord, merci. Julia? Yep. Moi, en fait, ce qu'a dit Lauriane, ça me convient vraiment bien. J'avais pensé justement à des systèmes donc, des systèmes de troc, favoriser en fait des espaces d'échange hors monnaie. Enfin, voilà. Et du coup, même sans passer par forcément des monnaies locales, en tout cas sur de l'échange, du coup, de favoriser ces espaces-là, que ce soit sur la nourriture, sur des vêtements ou des services. Et puis, ça va un peu dans la même idée que ce que je disais tout à l'heure aussi, ces histoires d'espace. C'est en fait de repenser aussi des espaces publics qui soient des espaces ouverts. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le numérique favorise énormément en fait le sur-mesure, les petites communautés entre elles, voilà les ciblages de public. Et peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui, je trouve, c'est d'être à nouveau dans quelque chose de très ouvert, le plus ouvert possible, et justement de réhabiliter des espaces publics qui soit par leur aménagement, soit par la liberté qu'ils offrent, justement, permettre ces rencontres. Bon, après, c'est pas hyper précis, hein, j'en ai bien conscience. Il suffit pas de déclarer un espace ouvert pour que tout le monde se rencontre et que voilà. Mais en tout cas, je constate aussi qu'il y a de moins en moins d'espaces ouverts. Quand on voit sur les places, par exemple, moi j'habite à Nantes, je suis juste à côté d'une place qui s'appelle la place Canclos, qui est un espace de rencontre intergénérationnel incroyable. Puisque tout au long de la journée, de la soirée, il y a énormément de public qui s'y côtoie de tous les âges. Et je me dis que des espaces comme ça, en fait, c'est rare, quoi. Donc, c'est tout simplement ça, ma proposition. Ça tient à l'aménagement, peut-être. Oui, mais enfin, comment dire, moi je trouve qu'il y a dans ce qui se dit deux idées sans doute précieuses, c'est-à-dire que les besoins auxquels il nous faut répondre supposent d'une part d'arriver à instaurer entre les gens des rapports qui sont d'une autre nature que des rapports marchands. Donc ça, c'est quand même important de se le dire, hein. C'est-à-dire que c'est pas le rapport marchand qui crée la solidarité que l'on veut créer, et d'autre part la nécessité d'espaces publics qui ne soient pas des espaces publics spécialisés vers certains types de publics. Ou d'usage, ouais. Ou d'usage. Donc voilà, je trouve qu'il y a deux choses précieuses là, hein, parce que penser des initiatives hors sol, ça n'a pas beaucoup de sens, et, et là je trouve qu'on qualifie à la fois la nature des interactions recherchées et le type de lieu le permettant. Oui, puis je trouve qu'on sort un peu de cette dynamique, malheureusement, de privatisation des soins, des services dans la santé, ou aussi par rapport aux personnes âgées. Enfin, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait l'initiative de la Poste là, de payer les petits services pour aller dire bonjour à la grand-mère et tout ça, parce qu'en fait, finalement, il n'y a plus personne qui le fait. Enfin, je trouve que ça va vraiment dans le sens de la monétisation en fait des rapports humains, quoi. Donc, enfin, ça va dans le même sens de ce que tu disais. Je crois que Jean-Luc ne s'est pas exprimé. Oui, je ne me suis pas exprimé. Je propose concevoir avec les associations des modes de gouvernance favorisant le faire avec.
et donc pas le faire pour. Ça nous laisse muets, comme tu auras pu le constater. Pas très original, hein, mais il faut Bah, le faire. c'est pas très original de le dire, mais quand c'est fait, c'est assez original quand même. Exactement, c'est absolument ça. Donc, comme j'échange en chat privé avec Stéphanie, je tiens à vous dire que Stéphanie suit tous nos travaux, mais qu'elle n'arrive pas à avoir le son. Elle a fait de multiples tentatives pour se reconnecter sans succès. Donc, Stéphanie Farja, c'est bien avec nous. Je crois que j'ai eu le même problème qu'elle. Hein. On rejoue au même jeu. Allez, pas le droit de se prononcer pour la proposition que l'on a portée. Dans les propositions qui ont été faites, on va prendre les 3 critères simultanément, laquelle vous semble à la fois la plus anticipatrice, la plus opératoire au sens elle peut créer, vraiment changer la donne, et puis finalement l'action, la proposée s'inscrit bien dans les horizons de sens stimulants, enthousiasmants et joyeux que nous avons décrits ensemble. Moi, je dirais, on peut y aller ou c'est... Oui, oui, oui. Moi, je dirais sur la multiplier les initiatives et les échanges de services. Moi aussi. Cornelia? On ne t'entend pas, Cornelia. Je disais que les multiples initiatives, évidemment, et la nouvelle forme de gouvernance des associations de faire avec comme une attitude sous-jacente. Lauriane? Oui, donc moi, ce serait plus repenser les espaces publics qui soient des espaces ouverts. Alors, repenser les espaces publics, c'est au niveau de l'aménagement aussi, je pensais à l'accessibilité des espaces publics. Et encore un peu catastrophique, je trouve. Et c'est vrai que moi, pour l'avoir vécu, c'est très compliqué, même des rampes d'accès, etc. Enfin, c'est encore très compliqué pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il y a cet espace-là, vraiment, même pour les personnes qui ont des problèmes en termes de santé mentale. C'est vrai il y a tout un aménagement, je pense notamment pour les autistes, les personnes autistes, dans des magasins, ils font des horaires spécifiques pour éviter toutes sortes de stimulations excessives. C'est vrai il y a des choses à repenser de façon globale dans les différents accueils et les différents modes d'accueil, c'est-à-dire avoir des espaces qui sont accessibles au plus grand nombre. Et pour les femmes, Pardon. je disais, je complétais les espaces aussi qui soient ouverts aux femmes, c'est-à-dire pas qu'avec des terrains de basket, enfin, à moins qu'effectivement on vive dans un monde où le basket est pratiqué autant par les hommes que les femmes, évidemment. Exactement. Ce serait un vaste chantier, ça, hein, parce qu'à ma connaissance, c'est pas tant des
des préoccupations que cela d'un très grand nombre d'urbanistes et d'aménageurs, hein, tout ça. Parce qu'on est avant tout sur la fonctionnalité des espaces, on est en problématique climatique, on est sur la question du verdissement des espaces, on est sur les questions de la mutualisation des espaces, mais pas forcément sur l'ouverture, au sens où vous le décriviez, sur la question d'accessibilité, etc. Je sais pas, ça mériterait de regarder ça d'un peu plus près, s'il y a tant d'initiatives que cela sur les aspects spatiaux. À la marge, à ma connaissance. À part quelques villes qui vraiment essayent de... Par exemple, vous avez Montréal, qui a toute une politique d'aménagement urbain qui intègre la question du vieillissement. Donc, dans une ville où il neige, hein, donc il y a des parcours glissants, en ayant soin par ailleurs que les personnes âgées ne soient pas contraintes d'aller dans des établissements pour personnes âgées. C'est-à-dire qu'elles puissent rester à domicile, avoir tout un ensemble de fonctionnalités de proximité et qu'elles puissent se déplacer sur l'ensemble des espaces. Et le fait même qu'ils aient beaucoup travaillé sur cette question des personnes âgées a fait que tout ce qui est accident a diminué drastiquement, mais en fait pour l'ensemble des classes d'âge. Super. Les antidérapants sur le sol, c'est ça? Voilà. On s'en fait un dernier sur l'économie responsable. Est-ce que tout le monde s'est prononcé là? Ah, oui? Alors moi, personnellement, je pense que la question du faire avec, hein, qui est conçue comme une évidence, c'est sans doute la plus transformatrice dans notre action publique, nos politiques publiques. On est paradoxalement dans des économies et une économie politique qui s'appuie très peu sur la ressource citoyenne. Et pour le coup, c'est un vrai changement de modèle et de paradigme, hein. On est énormément dans le faire pour, on est énormément dans des modèles de la tutelle, on est très peu dans le modèle du faire avec. Et c'est des vrais changements de pratique et de posture professionnelle. Mais ceci n'engage que moi. L'économie responsable? On se refait le même exercice. Allez, 3 suggestions. Votre proposition pour qu'on aille vers une économie plus responsable? C'est très large, non, ça? Quand même. C'est bien tout l'intérêt de démarche d'innovation, c'est de frapper au bon endroit pour créer des effets de changement systémique. Oui, c'est très large. 'Mais oui, c'est de créer des effets de changement systémique et puis d'aller sur un facteur stratégique. Moi, je suis très, très étonné là, que dans le travail la Convention citoyenne pour le climat, la question des transports publics ne soit pas abordée. Or, ce serait sans doute un des facteurs stratégiques. Il y a des tas de propositions autour de la voiture propre, mais il n'y a pratiquement pas de propositions sur la question transport public. Maintenant qu'il y a un nouveau ministre, ça va peut-être une nouvelle ministre. Oui. Trois propositions.
Vous biffez celle qui, à la réflexion, vous semble peu anticipatrice. Vous biffez celle qui change pas significativement la donne, sont peu transformatrices, peu opératoires. Vous essayez de nourrir votre proposition pour que ça permette une adaptation structurelle de notre économie. Nos modes de manière de produire, de distribuer, de consommer s'en trouve profondément changé. Vous faites chauffer 3 minutes, vous portez à ébullition. Arnaud, Oui, alors c'est peut-être pas très original, mais je pensais à tout ce qui était bon, sur la base de remplacer la notion de vente et de propriété par la notion d'usage, et donc tout ce qui tourne autour de l'économie de la fonctionnalité. Je pense que du coup, ça peut amener des réductions d'énergie et de matières premières, parce que du fait qu'on va moins consommer de matières premières et moins d'énergie pour produire, le fait qu'on paye à l'usage, quoi. Mhm. Donc avec un fort impact sur l'environnement et du coup le côté une économie plus responsable et pas forcément avoir la propriété, être absolument propriétaire de quelque chose, mais payer pour un service. Donc il y a pas mal d'entreprises qui commencent à se lancer là-dedans. C'est assez intéressant des comme villes où sont mis en place des outillotech. outil tech. Ouais. Ouais. On n'est plus propriétaire de ces outils. Ouais, on a des imprimeries. Là, il y avait Michelin qui avait lancé l'initiative aussi sur les pneus. Sur Philips, je crois, qui avait lancé sur on n'achète plus d'ampoules, mais on paye un service de lumière. Bon, du coup, on a un service adapté à ce qu'on consomme aussi. Vous disiez, Arnaud, l'idée n'est pas originale. C'est pas l'originalité d'une idée qui fait son caractère innovant, hein. Oui, bien sûr. Parfois, c'est C'est les idées les plus simples. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ouais, en fait que ça répond à un besoin qui n'est aujourd'hui pas pris en compte. exactement. Donc, le besoin là derrière qui n'est pas pris en compte, c'est le besoin d'éviter de gaspiller les ressources rares, Exactement. hein, Exactement. Exactement. tout simplement. Mhm. Je dis dans Et l'originalité, pourtant, c'est quand qu'on en parle, vous... Oui. on en parle beaucoup, donc c'est pas quelque chose qui est bon, dans la réflexion, c'est quelque chose qui est assez contemporain maintenant, quoi. Je vous invite, quand vous soupesez une innovation, à toujours revenir à cette question toute simple, hein, d'essayer de se demander, au fond, au travers de ce que je suggère, c'est quoi le besoin qui, que je vais prendre en compte qui jusqu'à présent ne l'était pas, ou ne l'était pas suffisamment, de manière pas suffisamment adaptée, voire proportionnée. Lauriane, Oui.
C'est bon? Oui. Oui. Désolée, mon téléphone, je voulais l'arrêter. Donc, moi, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, je ne sais pas, mais c'est tout ce qui est lutte contre les abus de biens sociaux et la corruption. Parce que je trouve qu'on est quand même dans une démarche, en tout cas, là, ce qu'on dit depuis le début, c'est en termes de justice sociale, on a une vraie défense de nos valeurs. Et, et là, je trouve qu'il y a un vrai travail de fond à faire de défense de nos valeurs et ça passe aussi par cette lutte au quotidien, je dirais. Voilà. D'accord. Donc voilà, après, c'est en fonction des… Ah non, mais vous prêchez un convaincu. Moi, j'avais organisé une journée à l'Assemblée nationale sur le thème prospectif de la corruption. Oui, ben voilà. Et à cette époque, j'avais rencontré Charles de Courson, député de la Marne, qui avait fait le rapport sur l'affaire Cahuzac. D'accord. Je l'avais rencontré en entretien. C'était lui qui nous avait aidé à organiser cette journée. Et il nous avait dit au cours de l'entretien, il y a 10 États dans le monde qui ne sont pas corrompus. La France n'en fait pas partie. Exactement. Je pense que si on parle d'économie responsable, on ne peut pas occulter ça. Ben, ce sont oui, il y a énormément de fait de fonds publics, de biens communs qui sont détournés à des fins privées. C'est absolument colossal dans le monde. Exact. Ouais. Alors, notre système ne permet pratiquement pas de prévenir la corruption, puisque les seuls systèmes qui permettent de prévenir la corruption dans le monde sont les systèmes où on ne punit pas que le corrompu, mais aussi le corrupteur. Et nous avons des systèmes, notre système pénal en la matière punit le corrompu, mais punit pratiquement pas le corrupteur. Voilà. Et dans l'industrie pétrolière, vous aurez des gens qui vous expliqueront, mais ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, si je suis sur un marché où on obtient une exploitation pétrolière en donnant un dessous de table, je donne un dessous de table. Écrivez-moi dans la loi que c'est interdit, je ne le ferai pas. Punissez-moi de fait quand je le fais, mais pour ça, écrivez-le dans la loi. Parce que sinon, il n'y a pas de raison que vous me punissiez. L'économie responsable, Lauriane, Julia? Oui, alors moi c'était à la fois de penser aux formes, enfin favoriser en tout cas certaines formes d'organisation, notamment je pense aux formes coopératives qui, bon, on leur limite évidemment, mais en tout cas qui me paraissent intéressantes, et notamment aussi toutes les formes qui mixent le public et le privé. Quand je dis ça, c'est tant est que ce soit vraiment sincère dans les démarches des uns et des autres, et pas des tentatives de corruption et de lobbying, en effet. Pour représenter être à la fois dans une expertise et en même temps dans l'attention au respect de l'intérêt général. Et puis après, il y avait aussi la question des indicateurs, en fait. Quand on parle d'économie, ça me fait penser à la comptabilité, au bilan, et qui viennent après, mais qui structurent quand même l'avant. Et du coup, on parle beaucoup de créer des comptabilités dont les critères de réussite ou de succès ne sont pas uniquement quantitatifs ou sur des valeurs de PIB ou de croissance ou que sais-je, mais qui du coup prendraient en compte d'autres types de critères. Et notamment les externalités. Voilà, donc à développer, quoi. Quelles sont les valeurs justement d'une économie responsable?
Qu'est-ce qu'on entend par là? Je pense qu'il y a une petite liste à faire, hein, mais... Jean-Luc? Oui. Ma première idée, qui était très, très opérationnelle, mais je la refuse pas d'ailleurs, mais comme j'ai pas envie que Bruno Le Maire ait une crise cardiaque cet après-midi, je la soumets, mais j'ai une autre idée. C'est de changer complètement le système de TVA, 5% pour les circuits courts, 20% pour le reste. Voilà. Il y a aussi les produits de première nécessité dans les circuits courts. Ça ne remet pas en cause cette question-là. Et puis l'autre idée, peut-être plus complexe à mettre en œuvre, c'est de créer des filières sur des territoires déterminés lorsqu'il n'y en a pas. Je vais prendre 3 exemples. La filière bois dans les Vosges, il y a des forêts à perte de vue, mais ce n'est pas en tant que tel une filière parce qu'on ne va pas de la production à la transformation dans un espace relativement resserré. Autre filière qui part en déliquescence aujourd'hui, j'espère que le téléphone qui sonne ne vous gêne pas trop, c'est l'économie circulaire en matière de déchets de carton et de papier, qui on ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire on récolte, mais parfois ça part très loin, alors que il y a des papeteries qui soit se transformeraient, soit seraient maintenues, et on ferait du papier et du carton neuf quasiment sur place. Alors là, cette fois-ci, je ne vais pas citer les Vosges, c'est en gros 4 usines en France, et ça suffirait, peut-être même 3. Et puis, autre exemple, mais il y en a plein, c'est la pêche en Normandie, où on cueille le poisson, mais on ne le transforme pas. Donc, c'est-à-dire que la plus-value de la transformation, qui manque tellement aux pays sous-développés, notamment le Nigeria en matière de pétrole, eh bien, c'est exactement la même logique sur des tas de sujets. Il suffit de réunir les spécialistes pour les pointer, ces sujets-là. En revanche, ce qui est compliqué, c'est de l'organiser. Tu disais, François, tout à l'heure, qu'on raisonne en faire pour ou en tutelle. Eh bien, en matière d'économie, on raisonne en tutelle. On ferait mieux de réunir les acteurs et d'organiser la filière et d'aller jusqu'au bout de manière, cette fois-ci, puisqu'on parle de réindustrialisation de la France et de souveraineté, alors là, on parle de réindustrialisation de la France et de souveraineté, car on se pose la question de ce que l'on produit et de ce que l'on transforme. Et ceci dans énormément de sujets. On peut garder peut-être pour mémoire, Stéphanie, créer des filières de transformation et qu'on garde entre parenthèses production-transformation. Hein, ces 2 thèmes. On a eu l'occasion de le voir avec Jean-Luc sur l'industrie du bois qu'on connaît de A à Z par le travail que l'on a fait sur le Grand Est, hein, qui avait un vrai problème. On produisait du bois, on ne le transformait pas et on ne savait pas le transformer. Et dans le même temps, il y avait des tas de métiers qui disparaissaient sur le Grand Est. Le téléphone, en fait, c'était le ministère de l'Économie et des Finances qui t'appelait, Jean-Luc. Peut-être. Cornelia? À mon avis, ce qui sera très important pour un mieux, c'est de prendre en compte l'égalité en termes de relation aussi, l'accès au droit, l'accès au poste de responsabilité. Et je pense que c'est aussi très important de développer une économie locale, enfin, à l'échelle humaine, et enfin, donner le pouvoir et la créativité des gens pour développer de nouvelles activités et voilà, tout simplement être créatif.
Très bien. On se fait un petit tour d'horizon pour que chacun dise, parmi les propositions qu'il n'a pas faites, laquelle emporte le plus son adhésion. Lauriane, on commence par vous. Ben, moi, je trouve qu'il y a toutes les idées sont vraiment intéressantes, quoi. C'est c'est difficile de choisir. Après, je pense que sur la question d'économie responsable, c'est vrai que la question de tout ce qui est indicateur, c'est-à-dire euh, on était sur le fait de donner du sens et je pense à tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Oui, c'est un axe majeur à emprunter maintenant Pour changer le regard. et les associations, quelles qu'elles soient. Oui, et puis aller jusqu'au bout, justement. Pourquoi, qu'est-ce qui fait sens et puis comment on évalue chacune de nos actions. Je pense que c'est essentiel. Mm. Arnaud. Arnaud est toujours avec nous? J'avais oublié de couper mon micro, pardon, de remettre le micro. J'ai trouvé effectivement les points tous intéressants. Alors, moi, j'en avais noté deux, mais je ne sais pas si on ne peut pas donner. J'aime beaucoup le côté développer une économie locale à l'échelle humaine. Et je pense que ça crée aussi du lien avec les filières de transformation sur les territoires non pourvus. Donc on arrête de créer des filières monopoles. Là, si on prend à Toulouse Airbus et l'aéronautique, on voit bien que si demain il y a un crash dans un domaine, eh ben, on sait faire que ça, quoi. Ça va nous coûter du temps à remettre un peu d'autres économies, d'autres activités. Donc je pensais vraiment à ça. Donc pour moi, ces deux propositions n'en font qu'une, hein, quelque Moi part. aussi, ça se rejoint. Ouais. C'est la notion de filière, par définition, elle est territorialisée, quoi. Ouais. Donc c'est la question du lien au local. Donc après, les territoires peuvent être à géométrie variable. Oui, après, c'est vrai qu'elle concentre une activité. Et dès que cette activité est à mal, on voit bien que ça peut aussi avoir des impacts très forts sur une économie locale. Donc, Jean-Luc. On n'entend plus Jean-Luc. Julia, ton coup de cœur? Ah, mon coup de cœur, je sais pas, la TVA, non, ouais, j'aime bien un peu tout ce qu'on s'est dit là. J'ai l'impression que les systèmes de TVA, en effet, c'est des bons leviers, enfin les taxes de manière générale, hein, pour rééquilibrer un peu la justice, mais je suis pas sûre que ce soit ça à terme qui soit le plus intéressant quelque part. L'économie de la fonctionnalité, c'est un horizon qui me paraît vraiment, vraiment porteur. Sortir de la propriété. Ouais. D'accord, donc on va mettre que c'est qu'elle est très opératoire, peut-être, cette économie de la fonctionnalité, très transformatrice. Ouais. À mon avis, on a sur ce volet-là une question extrêmement difficile à se poser, qui est de savoir si on change l'économie avec les ressorts de l'économie ou avec des ressorts autres que ceux de l'économie. Oui, c'est exactement ça. Hein? Donc, quand on est sur le changement du système de TVA, on est sur des ressorts économiques. Quand on change les indicateurs, quand on crée des filières, on n'est pas que sur des ressorts économiques. Il me semble que quelqu'un ne s'est pas exprimé. Jean-Luc, donc. Oui, Cornelia, je crois. Hein. Économie de la fonctionnalité. L'usage. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que alors ça peut bouleverser les modes de production. Je pense à l'automobile.
dès lors que on n'utilise que lorsqu'on en a besoin un véhicule automobile à la demande, pour peu qu'en plus il soit autonome, ça bouleverse la quantité de véhicules à produire, ça bouleverse socialement la notion d'identification aux marques ou au type de voiture ou des choses comme ça. Enfin, c'est extrêmement transformateur, voire même bouleversant. Alors, je prends l'automobile, mais toute forme de produit que l'on utilise qu'à usage. Et là, c'est peut-être à la fois un frein et un espoir. Très bien, Cornélia? Pour moi, la lutte contre la corruption, c'est essentiel, je crois, parce que un peuple corrompu, c'est comme le poisson qui c'est la tête qu'elle doit être saine. Donc, s'il est corrompu, c'est la tête qui n'est pas saine. Alors, tout l'ensemble, elle peut déséquilibrer. Donc, je pense que, oui. Très bien. Stéphanie, tu souhaites faire un certain nombre de commentaires? Stéphanie Ortiz. Oui, Stéphanie Farjas. Non, pas particulièrement. Non, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Responsabilité sociétale des entreprises ou RSO, responsabilité sociale sociétale des organisations. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc j'aurais tendance à le surpondérer. Mais non, non, rien de particulier. D'accord. Alors moi, personnellement, je suis pour remplacer la TVA euh, euh, sur par la TIES, la taxe sur l'impact environnemental et social. C'est-à-dire, voilà, là on a une taxe qui est aujourd'hui sur la valeur ajoutée, donc la différence entre la valeur du produit et ce que coûte sa production en matière de main-d'œuvre. Donc en gros, moins vous aurez de main-d'œuvre, plus vous créerez de la TVA, plus vous aurez de la valeur ajoutée. Si on veut rentrer dans une logique responsable, il ne faut pas raisonner que valeur ajoutée, mais il faut raisonner empreinte, impact social et environnemental. Donc l'argument qui peut être donné pour abandonner la TVA, c'est de dire que c'est un système qui existe dans l'ensemble du monde. Quand des Français qui étaient au ministère du Trésor ont inventé en 1946, si ma mémoire est bonne, la TVA, ça n'existait pas à l'échelle du monde. Donc il faudrait juste se mettre à phosphorer sur la question. En gros, plus vous produisez en ayant une empreinte environnementale et sociale négative, plus on vous fait casquer. Je pense que ça pourrait avoir des effets transformateurs significatifs. Je me permets juste d'intervenir pour vous dire que je dois vous quitter. J'ai un rendez-vous à 18h. Merci beaucoup. Va de toute façon conclure. À bientôt, Julia. Ouais, bonne soirée à tous et à toutes. Je vais parler à tout le monde de notre prochain rendez-vous. Ah oui, merci. On va revenir sur l'avant-dernière diapo, Stéphanie, et puis on va conclure en quelques mots. Vous l'avez compris, je pense tous, ce travail d'innovation, c'est toujours un travail qui consiste à organiser un remue-ménage. Hein. À organiser un remue-ménage, on est bien dans une heuristique quand on veut innover. Ce qui est important, c'est d'organiser ce remue-ménage en fonction des enjeux en matière d'innovation. Dans certains cas, on n'arrive pas à innover parce qu'on n'arrive pas à cerner le besoin auquel on veut répondre. Dans certains cas, on n'arrive pas à innover parce que
on doit opérer des changements de paradigme. On a vu cette notion-là, des changements de modèle. Dans certains cas, on n'arrive pas à innover tout simplement parce qu'on ne prend pas suffisamment en compte le contexte dans lequel on entend innover. Donc, en fonction de la nature des enjeux auxquels on est confronté, sur une innovation donnée, eh bien, on n'utilisera pas forcément les mêmes techniques heuristiques. Là, on a utilisé une technique assez simple, somme toute, mais j'espère que vous en aurez, que ça vous parlera et ça vous inspirera pour la suite. C'est toujours d'essayer de faire un cheminement qui permet je dirais, de coller de plus en plus à l'innovation dont on a besoin. Voilà, peut-être juste pour conclure, vous dire ce qui va se passer ensuite. Je en parlais à l'instant avec Julia. Pour information, lors du temps consacré aux méthodes d'animation de démarche d'innovation qui a eu lieu, si ma mémoire est bonne, début juin, Julia avait présenté ce que sont les ateliers d'inspiration que nous avons développé ensemble lors de Utopie.0. Il y a un webinaire organisé ce jeudi à 18h30, si ma mémoire est bonne, par La Turbine, que je co-anime avec Julia, où là, on ne présente pas l'atelier d'inspiration, mais on en fait vivre une partie de cet atelier d'inspiration, avec 2 thèmes qui sont abordés. Parlons d'avenir, parlons d'utopie. Et d'autre part, l'autre thème qui est abordé, c'est la question des communs. Le principe des ateliers d'inspiration, c'est de dire que si on veut opérer un certain nombre de transitions, il nous faut, je dirais, nous mettre en mouvement au plan culturel et de ce point de vue-là, s'inspirer de différentes sources, qu'il s'agisse d'écrits scientifiques, qu'il s'agisse d'écrits littéraires, d'écrits poétiques. En tout cas, c'est le principe des ateliers d'inspiration. Donc, par des lectures de textes assez courts mais extrêmement choisis, on amène les participants à construire ce qu'on a appelé un mur des mots qui vise à réouvrir, réinterroger le champ du possible. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire via le blog de La Turbine. Vous tapez en ligne blog Turbine, La Turbine, et vous allez trouver de quoi vous inscrire. Si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit mail. Arnaud n'a peut-être pas mon adresse mail, frousseau.consultant@gmail.com. Merci. Nous comptons avec Stéphanie, non, si tu peux revenir Stéphanie sur la diapo précédente, avec Stéphanie, mettre en forme une petite infographie à partir de l'ensemble des travaux qui ont été réalisés. On les a présentés tout à l'heure synthétiquement avec Stéphanie. On va rajouter les propositions qui ont été faites là, tout simplement pour un peu marquer le coup. Peut-être juste pour rappel, est prévu un cycle de formation pour les référents innovation qu'on va lancer à la rentrée. Et nous l'avons déjà annoncé, le cycle de conférences débat se poursuivra, pas au rythme que l'on a eu pendant le confinement d'1 fois par semaine, mais sans doute plus probablement à raison d'1 fois par mois, avec quelques thèmes qui sont déjà au programme, l'innovation dans les politiques territoriales de santé, les questions d'inclusion numérique et en fait aussi de projets numériques des collectivités territoriales. Il n'est pas impossible, Arnaud, que je rentre en contact avec vous parce qu'en ce moment, le cabinet accompagne la direction de la prospective du CNFPT sur la question de la transition numérique dans les collectivités et de l'impact sur les métiers. Donc, on a peut-être quelques sujets d'échange. Et puis, autour des nouvelles formes de gouvernance dans les territoires, où on pourrait repartir d'un certain nombre de choses que l'on a vues sur information et participation. Très bien. On vous remercie d'avoir été présent, de votre fidélité. On est moins nombreux le 7 juillet
on était, je ne sais plus à quel moment on a atteint le maximum. Hein, je sais que sur l'atelier d'inspiration, on n'a pas un monde fou jeudi. Hein, le mois de juillet, c'est plus difficile d'arriver à avoir des inscrits, surtout que certains n'ont plus la disponibilité nécessaire. Donc moi, je ne sais pas pourquoi un certain nombre qui devaient participer nous ont finalement pas rejoints. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était intéressant. Ouais. Ça vous a plu? Très bien. Oui, Très bien. C'était sympa. Merci à vous. Par contact à LinkedIn, il y a 2 secondes. Entendu. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.